Celle qui, dans le gouvernement Cazeneuve, est toujours la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits de la Femme et l'invitée de l'épreuve de vérité. Bonsoir, bonsoir Madame Rossignol. Bonsoir. Madame la ministre des Familles, donc, merci d'être avec nous. Vous allez répondre à trois grandes questions au cours de cette émission. Soutenez-vous la candidature de Manuel Valls? Vous le direz dans un instant à Jean-Francis Pécresse. Croyez-vous que les Français épargneront un nouveau 21 avril à la gauche divisée comme jamais? Là, vous le direz à Lucille Malandin de l'AFP. Enfin, pour évoquer vos combats, et notamment celui qui vous attend demain au Sénat, question sur le délit d'entrave à l'IVG. Est-ce que, en fait, vous voulez créer une nouvelle menace pour la liberté d'expression? C'est ce que disent vos détracteurs. Vous, eh bien, vous voulez vous en prendre au site internet et notamment au numéro vert qui cherche à dissuader les femmes de pratiquer un avortement. Mais d'abord, une question d'actualité. Rossignol, est-ce que vous êtes heureuse? Heureuse dans ma vie, heureuse dans mon rôle de ministre, heureuse d'être conduite, heureuse d'être conduite dans mes fonctions, oui. Oui, je suis heureuse parce que j'ai un portefeuille, j'ai un périmètre qui est un beau portefeuille ministériel. C'est-à-dire que s'occuper des enfants, des familles et des droits des femmes, c'est s'occuper de quasiment tout le monde. Et c'est des vrais combats. Et c'est des vraies avancées pour la société. Quand est-ce que vous l'avez su que vous étiez maintenu? On vous a passé un petit coup de fil? Comment ça se passe? Ah non, on a un coup de fil en général quand on est promu. Non, quand on est promu, quand on est appelé. Quand on est débarqué, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas de coup de fil non plus. Aussi, le plus souvent, on l'apprend à la télé, donc j'ai regardé la télévision ce matin comme tout le monde, et puis j'ai vu les trois annonces qui se sont succédées, qui remplaçaient Bernard Cazeneuve. Des changements, mais il y avait la permutation. Donc pas d'information officielle, quoi. Hein. Non, il n'y a pas, voilà, mais vraisemblablement, il n'y avait peut-être pas à se poser de questions. Le choix qui est fait, c'est effectivement le choix de remplacer le Premier ministre, avec la conséquence que ça a sur le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes heureuse désormais, vous allez me répondre oui, évidemment, de travailler avec Bernard Cazeneuve? Oui, mais je travaillais déjà avec Bernard Cazeneuve. Oui, mais là, c'est le chef. Oui, c'est le chef. Moi, j'aime bien, comme disait le Premier ministre précédent, le chef est là pour chefer. Et Bernard Cazeneuve a la capacité, non pas d'être autoritaire, Manuel Valls n'était pas non plus, mais on lui prêtait quand même ce penchant. Il n'était pas autoritaire. Pas avec les femmes? Non, pas autoritaire avec ses ministres. D'abord, il les soutenait. Il les défendait quand ils étaient attaqués. Ça s'est révélé de nombreuses fois. Quand Marisol Touraine, par exemple, était beaucoup attaquée sur le tiers payant, il l'a défendu. Quand les ministres sont attaqués, il les défendait. Alors parlons du nouveau. Il les soutenait. Et le nouveau, il a les mêmes capacités à être un chef d'équipe, c'est-à-dire à extraire de nous le meilleur, à nous faire bien travailler ensemble. Et puis il a une expérience remarquable. Moi, j'ai travaillé déjà avec lui et son ministère sur les questions de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles des jeunes qui sont partis en Syrie. D'accord. Est-ce que ce choix de Bernard Cazeneuve, c'est aussi celui du soulagement pour François Hollande? Il va pouvoir se reposer sur lui pendant les 5 mois qui viennent. Là, peut-être qu'il va pouvoir se reposer tout court. C'est fini, la guerre au sommet, le bras de fer. Mais le quinquennat n'a pas été le quinquennat d'un bras de fer entre le Premier ministre et le Président de la République. Non, mais sauf que là, ces dernières semaines, c'est ce qu'on a vu. Sur la durée, c'est une très courte période. Manuel Valls était un Premier ministre extrêmement loyal et protecteur aussi à l'égard du Président de la République. Et le schéma qu'avait Manuel Valls, ce à quoi il a travaillé, c'était de permettre à François Hollande d'être de nouveau candidat. Manuel Valls n'avait pas... Vraiment ? Oui, vraiment. On va en parler un peu plus tard. Et il n'avait pas d'arrière-pensée. Et donc, pour revenir à la question que vous me posiez il y a un instant, je pense que le choix du Président de la République de nommer Bernard Cazeneuve comme Premier ministre, je ne dirais pas que c'est le choix de se reposer. Je pense que c'est un choix qui est celui d'un Président de la République qui est toujours d'abord et avant tout préoccupé des questions de sécurité. La menace terroriste n'a pas diminué avec les événements politiques que nous connaissons. Il n'y a pas de lien entre les deux. Elle est toujours présente. Et le Président de la République est totalement engagé sur ce sujet. Et en nommant Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur respecté par les Français sur les questions de sécurité, sur le rôle qu'il a joué dans la prévention du terrorisme. On est tous d'accord, c'est un impératif absolu, la sécurité. Pour le reste, c'est la fin de règne. Ce que dit le Président, c'est « je gouvernerai et je protégerai les Français jusqu'à la fin du quinquennat ». Voilà, il n'y a pas de vacances du pouvoir aujourd'hui. Avec le choix de Bernard Cazeneuve,
c'est le choix de continuer de travailler prioritairement sur la prévention du terrorisme et la protection des Français. D'accord, parce que ça, malheureusement, ça nous est imposé par le contexte que l'on connaît, mais pour l'instant, je vous le disais, c'est quand même la fin de règne. Écoutez, la fin de règne, c'est une expression qui a une connotation délétère. On ne fait plus rien pendant la fin de règne. C'est pas le cas. Tous les ministres sont au travail. Moi, je suis engagée, on en reparlera tout à l'heure, j'ai un texte, une proposition de loi que je soutiens qui vient au Sénat demain. J'ai une campagne, on en parlera probablement tout à l'heure aussi. Contre le sexisme. Oui. Et globalement, je suis engagée dans diverses mesures sur l'égalité. J'ai des mesures dans le projet de loi égalité citoyenneté qui n'est pas fini. Contrairement à ce que dit le patron des députés et les Républicains, là, Christian Jacob, Bernard Cazeneuve n'est pas là pour fermer les lumières. Ah non, Bernard Cazeneuve est là. Au contraire, pour rassurer les Français et travailler en plein jour. Très bien. Alors, donc, vous l'avez rappelé à l'instant, Laurence Rossignol, vous restez en tous les cas en première ligne sur plusieurs sujets qui, par ailleurs, vous tiennent à cœur. On va en parler donc au cours de cette émission. Mais d'abord, on accueille Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, qui vient vous poser une autre question politique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Laurence Rossignol. Alors depuis hier soir, Manuel Valls est donc candidat à la primaire du PS, de la gauche, du PS. Est-ce que vous le soutiendrez? Est-ce que vous voterez pour lui? Je vais voter pour Manuel Valls et je le soutiendrai parce que dans cette primaire et ensuite dans l'élection présidentielle, je n'imagine pas que le débat ait lieu devant les Français entre des candidats à la présidence de la République qui tous soit enjambent, soit piétinent ce quinquennat et le bilan que nous portons. Et je crois que le bilan que nous avons, bien sûr, il y a des frustrations, bien sûr, il y a des résultats qui ont été longs à venir, et il y a aussi des succès et des choses dont nous sommes très fiers. Moi en particulier, dans mon secteur, je pourrais vous parler de mes sujets de fierté. Et donc, bien entendu, il est indispensable que, à mon sens, le candidat qui représentera le Parti socialiste et la gauche plus largement dans cette élection présidentielle, soit aussi porteur du bilan. Je crois que les Français n'y comprendraient rien si ils n'avaient personne pour représenter ce quinquennat. La gauche a gouverné 5 ans et elle ne peut pas être absente du débat à la fois du bilan, mais aussi du projet. Et donc, si je vous comprends bien, vous voterez Valls et vous le soutiendrez parce qu'il défendra bien le bilan de François Hollande? Mais c'est le sien aussi, c'est notre bilan collectif. Et bien sûr, c'est un bilan collectif, le bilan de François Hollande. C'est le bilan d'une majorité parlementaire également. C'est un bilan que nous portons tous. Et c'est un bilan qui a suffisamment d'avancées sur le plan social. Je peux parler, si vous voulez, de ce qu'on a fait en matière d'accès à la retraite, des carrières longues, de protection sociale. Nous avons consolidé le bilan en matière d'éducation, le bilan en matière de politique familiale, en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de justice et en matière de transparence. Tous ces éléments du bilan, ils ont vocation à être présents parce qu'ils ont vocation à être défendus, pas simplement pour défendre notre bilan, mais pour défendre ce que ce bilan incarne pour les Français. Et s'il est tellement bon ce bilan, pourquoi au fond François Hollande n'y est pas allé lui-même? Je ne vous dis pas que ce bilan est tellement bon, je ne vous dis pas ça, je dis que ce bilan est à défendre. Mais s'il est défendable, c'est paradoxal effectivement que le chef de l'État lui-même n'y aille pas. Parce que le président de la République a constaté qu'il y avait d'abord, il a été victime depuis 2012 d'une fixation, d'une crispation et d'attaques sur sa personne qui ont commencé très rapidement. Ouais. Il y a probablement toujours dans la Ve République une dimension personnelle et une dimension collective. Et sur la dimension personnelle, le président de la République a évalué, et d'ailleurs il l'a dit dans le discours qu'il a prononcé quand il a annoncé aux Français qu'il ne se représenterait pas, que dans l'intérêt de nous tous, il avait décidé de renoncer à se présenter. Mais parce qu'il a peut-être fait lui aussi des erreurs ou des fautes. Est-ce que ce livre de confidence, ça n'a pas été, pour vous en particulier, une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait qu'à un moment donné, vous avez fait le choix du candidat Valls plutôt que du candidat Hollande? Écoutez, je pense qu'il serait malvenu, inutilement désagréable, et que ça relèverait de l'acharnement. Maintenant que François Hollande a décidé de ne pas être de nouveau candidat, de continuer à discuter de la même façon dont nous discutions il y a 3 semaines ou un mois sur sa place dans le bilan du quinquennat, sur ce livre, sur des éléments qui ont effectivement à un moment donné pu obturer
la perception collective du bilan. Est-ce que la candidature de Manuel Valls peut être une candidature de réconciliation, comme il l'a dit hier soir? Est-ce qu'il vous paraît être à l'épicentre du PS? C'est une bonne question. Ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui sur cette question, l'épicentre, c'est devenu le mot-clé du débat politique depuis quelque temps. Ou le cœur du PS, on va dire. Voilà, mais non, mais le mot épicentre est juste. D'abord, une remarque. François Fillon est l'épicentre de la droite. C'est-à-dire que c'est un candidat, la droite, que je qualifierais de dur sur le plan économique, dur sur le plan social et conservatrice sur le plan des mœurs. Oui, alors le mot mœurs... Sociétal. Sur le plan sociétal. Le mot mœurs, il y a une petite connotation un peu ancienne, vous savez. Excusez-moi. Voilà. Non mais voilà, sur le plan de la... Old school. Voilà, sur le plan sociétal. Pour autant, il faut d'abord se garder d'avoir un raisonnement en miroir, totalement mécanique, qui consistera à penser que puisque l'épicentre de la droite est très à droite, l'épicentre de la gauche serait forcément très à gauche. Le problème que nous avons, et c'est d'ailleurs une des raisons de la diversité et de la division aujourd'hui des gauches, c'est que l'épicentre de la gauche, on ne sait pas exactement où il est. Et je ne crois pas qu'il soit ni d'un côté... quelque part entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, ni de l'autre côté, quelque part entre Emmanuel Macron et François Bayrou, parce que d'ailleurs, c'est plus la gauche. Et, on dit qu'Emmanuel Macron n'est pas très, très loin là, de personnes que vous venez de citer. De François Bayrou je sais pas. D'Emmanuel Macron, je pensais à lui. Non, mais je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux simplement dire, c'est que c'est un des sujets, c'est où est l'épicentre de la gauche. Et le défi de la candidature d'Emmanuel Valls, c'est justement de construire l'épicentre. C'est de redonner à la gauche ce point qui n'est pas un point de compromis, mais qui est un point en construction. Parce que des questions n'ont pas été réglées. Mais Manuel Valls, c'est quand même l'homme de la loi travail, par exemple. C'est celui qui a été pour la déchéance. Est-ce que c'est dans cette gauche-là que vous vous reconnaissez? Est-ce que c'est dans ce PS-là que vous vous reconnaissez? Est-ce que c'est possible, après ces différentes fractures au sein de votre parti, de réconcilier ce que lui-même appelait hier deux gauches irréconciliables? Manuel Valls a porté toutes les réformes du quinquennat de manière très solidaire et extrêmement protectrice à l'égard du président de la République. Sur la déchéance de nationalité, je ne sais pas jusqu'à quand il a été favorable. J'avais cru comprendre que tout le monde avait douté quand même assez vite de la pertinence. Et le président de la République, d'ailleurs, là encore, c'est peut-être pas utile d'y revenir, a dit que c'était son regret dans ce quinquennat, la déchéance de nationalité. La loi travail, elle a été portée par le Premier ministre et aussi le Président de la République. Elle a été portée collectivement. Je pense que Manuel Valls a beaucoup agi pour protéger le Président de la République pendant ce quinquennat. C'est-à-dire qu'il a joué le rôle de Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre, c'est celui qui va en avant, qui prend les coups, le souvent également, et qui porte. Et aujourd'hui, Manuel Valls, il est en situation de construire justement ce nouvel épicentre. Alors à propos de l'épicentre... Juste une chose, c'est que aujourd'hui, est-ce que Manuel Valls est aujourd'hui à l'épicentre de la gauche? Je ne sais pas et nous n'avons rien pour le dire. Est-ce que Manuel Valls peut engager une dynamique qui lui permette, à la fin de la primaire, que la gauche se soit rassemblée de nouveau autour d'un axe fort? Oui, je le crois. Alors c'est mal parti quand même. Je vous propose tout de suite d'écouter. Ah oui, Laurence Rossignol. Bah oui, écoutez, les premières réactions hier soir dans la foulée de sa candidature à gauche, c'est une levée de bouclier. Quelle que soit la sincérité des intentions du candidat Manuel Valls, ses intentions de candidat contredisent ses actes de Premier ministre. Et je pense que sa candidature est sans doute la plus clivante qui soit aujourd'hui au Parti socialiste, à raison des choix qu'il a faits. Très présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. Est-ce que c'est Manuel Valls qui représente les valeurs? Écoutez, ce n'est pas évident, on va voir. Manuel Valls, candidat, a prononcé un discours d'opposant à sa propre politique. Il est maintenant le premier défenseur de l'unité de la gauche, alors qu'il a théorisé les gauches irréconciliables. Quel est donc le Manuel Valls qui s'est exprimé ce soir? Celui qui gouverne ou celui qui candidate? Le Figaro ce matin titrait pour son éditorial Manuel Valls contre Valls-Manuel. Est-ce que vous reconnaissez quand même une forme de contradiction entre son discours d'hier soir et ce qu'il tenait comme discours quand il était Premier ministre?
Mais son discours On n'a pas bien vu le chemin qu'il avait voulu tracer hier. Il dit je vais proposer un chemin. C'est quoi ce chemin? Mais je trouve que le discours d'hier soir, c'est un discours de candidat. Ce n'est plus simplement le discours du Premier ministre. Mais il dit deux choses. Il dit d'abord qu'il portera le bilan, et c'est important, je l'ai évoqué il y a déjà un instant, qu'il portera le bilan et qu'il met dans ce chemin tout ce qui a été en même temps une partie de son identité, c'est-à-dire la laïcité, l'égalité, la fraternité. Et il se situe dans une candidature républicaine et sociale. C'est ça le chemin de la candidature de Manuel Valls aujourd'hui. Alors, j'entends bien ce que disent les autres candidats à la primaire. Tout le monde dit ça, hein, républicaine et sociale, c'est pas... Oui, mais il ne suffit pas de le dire. Républicaine et sociale, d'abord, la question de la laïcité. La laïcité. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, quand on parlera de l'IVG. Mais la question de républicaine, il ne suffit pas de le dire. Encore faut-il le prouver, mais surtout encore faut-il avoir un programme qui soit adapté à ça. Quand François Fillon nous dit qu'à la fois il veut réserver la sécurité sociale aux gens qui sont atteints d'affections de longue durée ou qu'il veut supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est peut-être, il peut toujours dire qu'il est républicain une fois qu'il a dit ça, mais c'est la première fois depuis que j'observe la politique de près, ça fait quand même quelques années, que je vois un candidat qui est aussi franchement, nettement en rupture avec ce qui constitue l'histoire collective et en particulier le programme du Conseil national de la résistance. C'est la première fois que je vois un candidat qui dit « Voilà, je veux en finir avec la sécurité sociale en France ». Parce que ce qu'a dit François Fillon, c'est « Je veux en finir avec la sécurité sociale ». C'est un tout petit peu résumé quand même, non? Ah, bah écoutez, quand on commence à dire... Vous avez entendu ça, vraiment? Quand on commence François Fillon dire ça? Quand on commence à dire que la sécurité sociale sera réservée à ceux qui sont atteints de longues maladies, à ceux qui ont des maladies lourdes, et que pour tout le reste, ce sera renvoyé vers les assurances privées ou les mutuelles, sans d'ailleurs nous préciser s'il s'agit des mutuelles du Code de la mutualité ou des mutuelles du Code des assurances. Là, on est dans une véritable rupture sur le principe même de la sécurité sociale, c'est-à-dire la solidarité sur la prise en charge globale de la maladie, et surtout cette idée qui sous-tendait l'assurance maladie, qui est que c'est en soignant tous les jours des petites maladies qu'on se prémunit contre les graves maladies. Il y aura des modifications sans doute là-dessus, puisque Bernard Accoyer, aujourd'hui même, un grand soutien de François Fillon, dit qu'il faudra apporter des éclaircissements, et lui est opposé à ce qui est annoncé en matière désétatisation de la Sécu. Donc sans doute que le discours va évoluer, le projet aussi, de ce côté-là. Ce serait bien que François Fillon n'ait pas un discours pour gagner la primaire de la droite, un autre discours ensuite, avec des gens qui le soutiennent, parce que lui aussi, si l'alternance se produisait, s'il gagnait l'élection présidentielle, aurait quand même une majorité qui peut-être a cru à ce qu'il a dit pendant la primaire, d'autant plus que je pense que ce qu'il a dit pendant la primaire correspond exactement à ce qu'il pense. Dernière question. Sur le Burkini, par exemple, alors sur le Burkini, vous étiez plutôt en phase avec la position de Manuel Valls cet été, mais pour des raisons qui ne sont pas exactement les mêmes. Lui était pour l'interdiction municipale du port du Burkini, mais pour des raisons de laïcité. Vous, plutôt par défense de la féminité, Vous voulez dire de l'égalité femmes-hommes, peut-être? L'égalité homme-femme, oui. Oui, voilà, l'égalité homme-femme. Non, je m'exprime mal, l'égalité homme-femme. Mais c'était positif. Non, mais d'abord, je crois que les questions de laïcité ne sont pas dissociables des questions d'égalité femmes-hommes, parce que la laïcité, c'est ce qui a permis aux femmes de s'émanciper des interdits religieux qui ont tous, dans la religion traditionnelle, pour vocation le contrôle du corps des femmes et de la sexualité. Et pour moi, effectivement, la laïcité, c'est un des outils de l'égalité femmes-hommes. Je ne crois pas que Manuel Valls ait une approche différente et qu'il ait une approche abstraite de la laïcité. Et d'ailleurs, souvent, il l'a dit, avec des formules parfois imagées, sur le lien entre laïcité et émancipation et liberté des femmes. Voilà. Après, la question de l'interdiction, j'ai toujours dit qu'en ce qui me concerne, je pensais que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était de dénommer quel était le sens et de se dire que que c'était plutôt ça le sujet, et de resituer toujours la question en termes de liberté d'aller et venir et liberté des femmes. Dernière question. Toute dernière question, mais je pense que votre réponse sera brève. Imaginons que le 29 janvier, Manuel Valls ne gagne pas cette élection primaire. Est-ce que vous vous engagez à soutenir le vainqueur, quel qu'il soit? Mais c'est l'exercice même de la primaire qui veut ça. C'est que dès lors... La réponse est oui. Bien sûr, la réponse est oui. Et c'est une évidence pour moi que la primaire désignera un candidat
qui sera le candidat de ceux qui ont voté à la primaire. Mais vous savez que si Stéphane Le Foll... Je n'irai pas cultiver mon jardin, pour être encore plus clair, si ce n'est pas Manuel Valls qui est désigné. D'accord. Vous savez que si Stéphane Le Foll avait été nommé à Matignon, hein, vous ne seriez plus ministre peut-être, parce qu'il voulait des sanctions. C'est ce qu'il a dit lors d'un déjeuner qui est rapporté par... Hein, il aurait pris des sanctions contre les valsistes. Hein. Que pensez-vous de cette démarche, a priori ? Je pense que Stéphane Le Foll accompagne François Hollande depuis des années, depuis très longtemps, que c'est le compagnon de tout temps de François Hollande, et que le renoncement de François Hollande la semaine dernière a été extrêmement douloureuse sur le plan affectif pour ses proches, et que quand on souffre, des fois on dit des choses qui dépassent sa pensée. D'accord. Vous avez une pensée particulière pour votre ami valsiste, j'imagine, Jean-Marie Le Guen, qui a été un peu relégué dans le gouvernement, là. Il est rétrogradé, il est rétrogradé, là. Écoutez, il était secrétaire d'État. Oui, bon, il est secrétaire d'État. C'est moins stratégique pour lui aujourd'hui, ce qu'il va faire, même si c'est très important le développement, on est d'accord, la francophonie. Vous avez une pensée pour lui ? Écoutez, je ne pense pas qu'il soit malheureux. Bon. Voilà, je sais qu'il n'est pas malheureux de ses nouvelles responsabilités, que c'est un joli secrétaire d'État à la francophonie. Ah oui, très important, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Francis. Lucille Malandin de l'AFP arrive désormais pour la deuxième partie de l'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir, Lucille. Bonsoir, Michel. Bonsoir Madame Rossignol. Alors, croyez-vous, dans la situation actuelle telle que ça se présente pour la présidentielle 2017, que les Français vont épargner un nouveau 21 avril à la gauche et au pays. Et au pays, évidemment, qui part me voler ma réponse. divisé comme jamais, même presque encore plus divisé qu'en 2002, on pourrait dire, si on compte le nombre de candidats qui se présentent à l'intérieur de la primaire et hors de la primaire. Voilà, la différence avec 2002, c'est qu'en 2002, il n'y avait pas de primaire. On est dans un processus différent de 2002. Et puis, c'est produit 2002 qui a laissé quand même à la fois des blessures et des souvenirs à ceux qui y ont participé ou qui l'ont vécu. Aujourd'hui, nous avons une primaire. La primaire, elle a aussi pour vocation, si nous la réussissons, cette primaire, de permettre à la gauche de construire un rassemblement. Et je suis comme Michel Grossian, je pense que ce serait bien que les Français épargnent pas simplement à la gauche, mais s'épargnent à eux-mêmes et épargnent au pays un nouveau 21 avril. Surtout qu'il n'est pas dit que ce nouveau 21 avril soit le même. C'est-à-dire que le 21 avril, d'un certain point de vue, ça commence mal et ça finit bien, si j'ose dire. Le premier tour, que Madame Le Pen est un désastre. Le premier tour est un désastre, mais le deuxième tour se finit par la victoire de Jacques Chirac, à laquelle j'ai contribué. À plus de 80% des voix. À plus de 80% des voix. Là, les risques sont différents. François Fillon n'est pas Jacques Chirac, ni dans son programme, ni dans son identité, ni dans la partie de la droite à laquelle il se rattache, ni dans la droite qui le porte. Et écoutez, là, on a beaucoup diabolisé dans le passé Jacques Chirac. C'est ce que vous faites aujourd'hui avec François Fillon, non ? Écoutez, Jacques Chirac a toujours eu ce... Non, je crois que c'est pas deux personnalités identiques. Je n'ai pas souvenir Moi, je me souviens de quelques petites phrases de Jacques Chirac. Souvenez-vous, il y avait Facho Chirac, non, mais etc. C'était la phrase sur les odeurs, je me rappelle. Très bien. Je me souviens de petites phrases de Jacques Chirac, mais en 2002, on est dans une situation, on connaît déjà, on a vu Chirac déjà président de la République, on sait que Jacques Chirac est somme toute dans une espèce de tradition d'une droite qui continue de s'inspirer du compromis gaulliste. Voilà. François Fillon, c'est différent parce que s'il s'obstine à faire la campagne qu'il a faite dans la primaire, à dire ce qu'il dit, en particulier en termes de modèle social, s'il s'obstine à vouloir être le Margaret Thatcher de la France, d'un certain point de vue, et à être aussi le conservateur parmi les conservateurs, je ne suis pas sûre qu'il crée les conditions pour que le deuxième tour en 2017 soit aussi facile que l'a été celui de Jacques Chirac. Mais là, vous partez du principe déjà que la gauche est éliminée. Non, après je continue. Et dans l'hypothèse où c'est la gauche qui est face à Marine Le Pen au deuxième tour, je ne suis pas sûre non plus que le discours de la droite d'aujourd'hui favorise le rassemblement républicain au deuxième tour contre Marine Le Pen. Donc je ne vois qu'une solution pour nous prémunir de Marine Le Pen en 2017, c'est un deuxième tour droite-gauche. Voilà, celui-là, et qui d'ailleurs ressemble bien plus et correspond bien davantage au pays
qu'un autre type de deuxième tour dans lequel le Front National serait présent. Mais alors, on voit déjà dans les sondages, les premiers sondages qui sont sortis depuis le retrait de François Hollande, que Manuel Valls, pour l'instant, est placé à la 5e place, qu'il arrive derrière Emmanuel Macron et derrière Jean-Luc Mélenchon, qui... Aucun des deux n'a accepté de participer à la primaire. Et ils ont redit là à nouveau qu'ils ne participeraient pas à la primaire. Oui, mais... Alors quel espace politique, quel moyen de trouver sa place entre ces deux... D'abord, on va peut-être déjà commencer par prendre un peu de distance par rapport à ces fameux sondages qui ont été faits quand, effectivement, déjà, les deux candidats que vous citez le sont depuis un moment, alors que la gauche gouvernementale n'avait pas de candidat désigné. Voilà. Donc, on ne savait pas qui était candidat. Vous attendez l'effet Valls dans les sondages? Non, je n'attends pas d'effet Valls dans les sondages. J'attends, dans la primaire, un débat à gauche, une dynamique à gauche qui fasse que cette primaire permette de construire une opposition à la droite, qui soit une opposition de deuxième tour. Voilà ce que j'attends de la primaire. Et la primaire, elle sera ce que les Français en feront, d'un certain point de vue. Si nous avons une primaire qui est large, qui intéresse... Vous pensez que l'élan pourrait emporter les bons scores d'Emmanuel Macron, par exemple? Oui, bien sûr. Pourrait affadir Emmanuel Macron? Vous pensez vraiment qu'il y a un espace politique? Je pense qu'il y a un espace politique. Je pense que aussi bien Emmanuel Macron que Jean-Luc Mélenchon, de manière totalement différente, ont prospéré dans les sondages parce qu'ils étaient déjà candidats et qu'ils étaient les seuls candidats et que nous étions, nous, pour notre part, dans le flou et l'incertitude sur notre candidat. Et que nous avons une période, on sort d'une période dans laquelle il y a eu la primaire de la droite qui a pris beaucoup d'espace politique et qui a intéressé les Français. Et puis, il y a eu les deux candidatures. La gauche gouvernementale entre maintenant dans sa primaire. Donc, pour nous, c'est maintenant que tout commence. Pas gouvernementale, si c'est Arnaud Montebourg qui emporte la primaire, ce sera, vous pensez, c'est quand même la gauche gouvernementale pour vous? Ah ben, ce sera... Enfin, il aura du mal. Il fait sa campagne contre le bilan, quand même, essentiellement. Oui, bilan dont il est quand même aussi comptable. Enfin, Arnaud Montebourg... le temps qu'il a été ministre, oui. Oui, il a été ministre, il a contribué à la désignation de François Hollande en 2011, alors qu'il y avait quelque chose d'un peu contre-intuitif au fait qu'Arnaud Montebourg choisisse de porter ses voix sur François Hollande. Ça n'a pas aidé à clarifier d'ailleurs pour le programme de 2012, puisqu'après on est passé directement dans une campagne présidentielle qui s'était faite autour d'un choix, comment dire, pragmatique. Voilà. Pour Arnaud Montebourg, il a été ministre jusqu'en 2014, jusqu'à fin septembre 2014, et il est aussi porteur de la première partie du quinquennat. Or, ce quinquennat, il n'y a pas une période où on fait une politique formidablement de gauche qui correspondrait à celle que voulaient Arnaud Montebourg et les siens. Puis après, c'est tout de suite. Voilà, la politique de l'offre recommence tout de suite. Et si je me souviens bien, ce sont les élections municipales de 2014 qui conduisent au remaniement. Et Arnaud Montebourg est aussi comptable des élections municipales de 2014. Donc ça ne sert à rien de vouloir se mettre à distance de ce bilan. Il est dedans, lui aussi. D'accord, voilà qui est dit. Alors, en tous les cas, vous misez sur la dynamique de la primaire, hein, Laurence Rossignol. Écoutez ce que dit, vous ne serez pas surpris peut-être par ses propos, le sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi. Pour lui, pour la gauche, c'est fini. On l'écoute. Il n'y a rien à attendre, les résultats sont calamiteux. Je ne vois pas quel candidat de gauche aujourd'hui peut dépasser 20%. Ou alors, il faut qu'il y en ait qui se retirent, mais ce n'est pas l'air du temps. Et quand vous êtes dans l'échec, la spirale de l'échec est terrible. Parce que personne ne veut se retirer, parce que personne ne veut dire que le bilan est le sien, parce que personne ne veut dire que l'autre est meilleur. À partir de là, la division fera l'échec. Et l'échec fait la division. Alors, il est dans son rôle, quoi. Enfin, c'est pas un commentateur de la vie politique, c'est pas un politologue, c'est un sénateur Les Républicains qui est acharné à ce que d'une part son camp gagne, c'est bien normal, mais ensuite est-ce que la gauche disparaisse? Parce que le sujet pour Les Républicains, c'est pas simplement de gagner, c'est après d'avoir les mains libres pour mener leur politique. Or, ils savent que leur politique n'est pas la politique que veulent les Français. Et c'est pas parce que la droite veut la politique qu'a proposée François Fillon dans la primaire que cette politique-là, pour reprendre le fameux épicentre. Si François Fillon est à l'épicentre de la droite, il n'est pas pour autant à l'épicentre du pays. Et
en tous les cas, pas sur le plan social. D'ailleurs, non, mais s'il est élu, il va bien appliquer sa politique. Là, vous avez quoi? Mais il va des bâtons dans les roues. Pour l'instant, les Français ont l'air d'avoir relativement envie de voter pour lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une forme d'avertissement? Vous ne voudriez pas faire de la politique autrement qu'avec les sondages? Non, c'est vrai. Mais on se méfie. On peut pas passer notre c'est vrai qu'il faut se méfier. On ne peut pas passer notre temps à commenter les sondages, parce que les sondages aussi créent un effet politique. Mais c'est difficile de dire le pays ne veut pas de cette idée-là, alors qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui sont allées voter à la primaire. Quand on n'avait pas un sondage par jour, on fait de la politique quand même. La droite veut se débarrasser de la gauche, quoi, parce que vous vous opposez à l'application de sa politique, même si elle est majoritaire. Est-ce qu'une partie de la gauche ne veut pas se débarrasser du Parti socialiste aussi? Est-ce que c'est pas aussi ça? Alors, il y a deux questions. L'une après l'autre. Bien sûr. Alors, pourquoi la droite veut se débarrasser de la gauche? Parce que la droite sait qu'il ne suffit pas d'avoir le pouvoir pour mettre en œuvre ses réformes et réussir. D'ailleurs, on a des expériences et à droite et à gauche qui prouvent que c'est plus compliqué que ça et qu'il faut après affronter le pays. Et comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de sondage, j'ai ma connaissance du pays, du territoire, du mien, qui me fait dire que non, les Français ne sont pas pour la suppression de 500 000 fonctionnaires. Non, les Français ne sont pas d'accord pour qu'on ne renouvelle pas. François Fillon l'a dit, je tiendrai bon. Oui, mais il tiendra bon. Mais il verra, quand il expliquera dans une petite commune que lorsque l'enseignant, comme l'instituteur part en retraite, et qu'il n'est pas remplacé parce que ça ne rentre pas dans sa comptabilité des fonctionnaires et que les élèves sont dispatchés dans les autres classes, je ne donne pas longtemps à François Fillon pour que les rentrées scolaires soient incandescentes. Et vous noterez quand même que de ces rentrées scolaires incandescentes qu'on a connues, moi en tant qu'élu local, je peux vous dire, j'en ai vu des rentrées scolaires avec les parents contre les suppressions de classes. Dans les villages de l'Oise. Oui, dans les villages de l'Oise, et puis pas que dans l'Oise, bien partout. Mais depuis 2 ans, c'est quelque chose qui a quasiment disparu parce que nous avons enfin autant de maîtres que d'élèves nécessaires. Donc je pense que François Fillon sait très bien qu'il faut qu'il ait une défaite politique et une défaite sociologique, sociale de la gauche. C'est exactement... Quand on dit que c'est Thatcher, son modèle social, modèle, c'est vrai. Et Thatcher, ça a été la défaite politique des travaillistes, suivie par la défaite sociale de la classe ouvrière britannique. Et aujourd'hui, je conseille simplement à tout le monde, si on veut, plutôt que de regarder les sondages, achetons tous les œuvres complètes de Ken Loach et on saura ce qui peut-être attend la France et quel est le modèle social de François Fillon. Que la droite veuille battre la gauche, ça paraît relativement logique. Je reviens sur ma question qui venait après. Y a-t-il pas une partie de la gauche qui voudrait bien battre le PS? Sans doute. Mais voire le détruire. Sans doute. Mais dans quel but? C'est quand même ça qui est intéressant parce que, en fait, cette gauche-là, elle ne concourt dans la présidentielle que pour être premier collé, en fait. Mais il n'y a pas de désistement. Ça dépend. Jean-Luc Mélenchon se voit bien au deuxième tour. Oui. Il le dit assez facilement. Oui, il se voit bien au deuxième tour. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il ne correspond pas non plus à l'épicentre de la gauche. Je le pense aussi. Jean-Luc Mélenchon est toujours quand même confronté à un sujet qui pour moi est important, c'est comment se fait-il qu'alors que depuis 2012, il n'a cessé de tailler en pièces la politique du gouvernement, dans toutes les élections qui ont eu lieu jusqu'à présent, et ce n'est pas les sondages, c'est les élections, le Front National apparaît toujours comme un meilleur instrument, un meilleur outil que Jean-Luc Mélenchon pour les déçus des politiques des gouvernements successifs. Cette question-là, elle est posée aussi à Jean-Luc Mélenchon. Pour le moment, dans les élections, le Front National est un meilleur recours pour les classes populaires, par exemple, moi je suis dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, que Jean-Luc Mélenchon. Donc cette question-là, il doit se la poser aussi, Jean-Luc, et il ne peut pas dire aujourd'hui que tout naturellement, il peut garantir à qui que ce soit d'être le candidat du deuxième tour. Et quant à un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, là encore, peut-être qu'on pourrait éviter de voir ce que ça donne. Merci. Oui, dernière, question. Et parce qu'il y a aussi 2 autres candidatures, celle de Sylvia Pinel pour le PRG d'une part et celle de Yannick Jadot pour EELV, qui sont considérées comme des petites candidatures. Est-ce que celle-ci ne risque pas de grignoter juste ce qu'il faudrait, par exemple, à Manuel Valls ou au candidat qui sortira de la primaire pour passer le deuxième tour? Écoutez, on va attendre de voir d'abord si son candidat... Et dans ces cas-là, quel est le message Pour l'une, peut-être pas, mais l'autre, oui. Voir si son candidat jusqu'au bout. Je n'ai pas totalement compris la candidature de Sylvia Pinel. Celle-là m'a laissé un peu perplexe, je dois dire. J'en cherche le sens. Celle de Yannick Jadot, elle a du sens. C'est un candidat écologiste. C'est un candidat écologiste qui est porteur de nombreuses choses. Moi, je pense que Yannick Jadot a sa place avec nous. Voilà. Par ailleurs... Vous l'invitez à participer à la primaire? Alors, quelqu'un a dit... Il a déjà fait une primaire, peut-être pas en faire 2. Mais
Je pense qu'il a sa place dans un rassemblement parce que la question de la transition écologique, la question de la rupture pour la gauche avec le productivisme est une question importante. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces idées. Et je crois qu'on a déjà fait des choses ensemble, on fait des choses ensemble encore dans les régions. Vous souhaitez en faire à nouveau dans le futur? Je souhaite qu'on en fasse encore avec Annie Genot. Merci Lucille. Troisième partie de l'épreuve de vérité maintenant, avec Mickaël Zamès de Public Sénat qui arrive. On va évoquer, Laurence Rossignol, vos combats comme ministre notamment des droits de la femme. Ministre des droits des femmes. Michel, allô. Voilà. Bonsoir Michel, bonsoir Laurence Rossignol. Avec le délit d'entrave numérique qui sera donc examiné demain au Sénat, portez-vous atteinte à la liberté d'expression comme on l'entend depuis une semaine? Peut-être on va reprendre qu'est-ce que le délit d'entrave numérique sur l'IVG. Et puis vous répondrez quand même à ma question. J'ai pas l'habitude d'esquiver les questions. Non mais pour nos spectateurs. Bien sûr. Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est qu'il existe des sites internet extrêmement actifs qui sont les outils de propagande des associations anti-IVG, de toutes celles et ceux qui n'ont jamais renoncé dans leur hostilité à l'IVG, et qui se sont installés sur un créneau qui est celui de l'apparence de la neutralité, l'apparence de l'information, pour attirer des femmes qui cherchent des informations de santé publique ou légales. Par exemple, je veux pratiquer une IVG, quels sont les délais, quelles sont les techniques, à qui dois-je m'adresser, est-ce que c'est remboursé? Des femmes qui cherchent aussi une écoute psychologique parfois. Des femmes qui cherchent une écoute psychologique aussi parfois, mais elles la trouveront dans le parcours médical. Il y a 2 rendez-vous avec un médecin, et le médecin, l'équipe médicale qui va pratiquer l'IVG, va leur apporter aussi cette écoute psychologique. Elle est déjà là, l'écoute psychologique. Et donc, ces femmes sont attirées sur ces sites. Elles pensent qu'elles viennent d'entrer sur un site d'information. Elles se retrouvent au téléphone avec des gens, des écoutantes, qui sont des professionnels de rien. C'est pas forcément que sur Internet. Pas forcément que sur Internet. Aussi sur le téléphone. Les numéros verts, souvent. Les fameux numéros verts. Et si vous lisez un peu toutes les enquêtes qui ont été faites à la fois par vos collègues, mais aussi par des associations auprès de ces numéros verts, on y décline un tissu de sottises médicale, scientifique, du style l'IVG vous rend stérile. Toutes les femmes qui ont recours à une procréation médicalement assistée ont toutes eu une IVG avant, et tous vos enfants seront traumatisés, y compris ceux qui naîtraient après l'IVG. Et au bout du compte, ces conversations téléphoniques ont comme finalité de faire douter la femme de sa décision et de lui faire perdre du temps, pour qu'elles finissent par dépasser les délais. Donc c'est à ça que nous nous sommes attaqués. D'abord par la méthode du référencement. C'est-à-dire que nous avons un site, il y a un site gouvernemental, ivg.gouv.fr, qui donne des informations fiables, objectives et de nature totalement neutre. Vous dites aux Français, allez voir ce site, c'est le site de référence. Voilà. Oui, mais sauf ne regardez pas sur Internet, c'est ça ce que vous dites? Non, je dis, ce site est un site Internet, mais en réalité, quand une femme veut des informations, elle va taper enceinte, elle va taper avortement, elle va taper... Et elle a un risque en fonction c'est aléatoire le référencement des sites. Vous pouvez faire monter un site dans le référencement et puis il suffit qu'il y ait X mots-clés qui soient entrés sur la page du moteur de recherche. Voilà. Et le site officiel va redescendre en troisième. Mais si on entend bien, ça veut dire que quelque part vous avez perdu cette bataille d'Internet. On a perdu cette bataille d'Internet. Vous aussi, les journalistes. Certainement. Pardonnez-moi, mais vous aussi, les journalistes, vous avez perdu la bataille d'Internet. Parce que entre l'information fiable, vérifiée, sourcée que vous donnez et le tissu de mensonges complotistes qui circulent sur Internet, vous avez peut-être aussi un peu perdu la bataille. Mais vous avez pour autant, vous n'avez pas cessé de l'amener. Et vous n'avez pas renoncé. Et moi non plus. Tout comme vous. Et moi non plus, je n'ai pas renoncé. Moi, la question... Parce que ce qui est insupportable dans cette affaire, c'est qu'elle part du présupposé qu'une femme qui a décidé de faire une IVG est une femme qui n'a pas réfléchi, est une femme qui a pris une décision légère et qu'il faudrait la faire réfléchir. Or, quand une femme a décidé de faire une IVG, croyez-moi qu'elle a réfléchi. Alors, par rapport à ce dont on parle, c'est-à-dire la liberté d'expression, parce que je sais que vous allez me dire, ça c'est la droite qui dit ça, mais il n'y a pas que la droite. On parlait de Caroline Haas aussi, quand même. Caroline de Haas aussi. Oui, Caroline de Haas qui parle aussi de liberté d'expression. On entend aussi le Conseil constitutionnel qui pourrait dire que cette loi est inconstitutionnelle. En général, il ne parle pas avant. Pourrait être saisi parce qu'il y a aussi ce problème de liberté d'expression, ou même sur la légalité des délits. Donc est-ce que l'outil est le bon? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Écoutez, demain je viendrai au Sénat. Vous aurez fort à faire. Hein. On va parler du Sénat dans un instant, mais sur cette proposition de loi. Si nous sommes d'accord, entre gens de bonne volonté, pour
constaté que ces sites ont une influence toxique et délétère sur les femmes, qu'il faut mettre fin à leur nuisance. Et si nous discutons de la meilleure façon d'y arriver, nous trouverons. Si c'est un problème de rédaction légistique, comme on dit, nous le réglerons. Peut-être. Alors attention aux arguments, parce que écoutez par exemple Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs Les Républicains, et qui a très mal pris le fait d'être accusé en fait de céder au lobby catho. C'est ce que vous lui avez dit. Alors il répond. Il l'a pris comme ça. Jamais comme ça. Alors on écoute. C'est stupide. Je lui réponds une chose. Quand la gauche est en situation d'échec, elle nous ressort ces vieilles caricatures, ces vieilles lunes. La loi Veil n'est pas remise en cause. Oui, ce qui est un vrai sujet, c'est la liberté d'expression. Ce qui est un vrai sujet pour un acte de cette gravité-là, et que personne ne remet en cause en termes, je veux dire, de liberté de chaque femme à décider, évidemment, eh bien, c'est que le gouvernement veuille diviser les Français là où, franchement, non, mais il y là, aura ce sont quand même les évêques de France. La réponse de Laurence Rossignol à Bruno Retailleau. Je veux bien admettre que Bruno Retailleau a un sujet sur la liberté d'expression, mais il a aussi un sujet sur l'IVG. Bruno Retailleau était quand même auparavant un des plus proches adjoints politiques de Philippe de Villiers. Il a été candidat du MPF, formation politique qui n'a jamais caché sa farouche hostilité à la loi Veil et à la liberté de l'avortement. Bruno Retailleau, d'ailleurs, comme François Fillon, n'a voté aucune des lois de mise en œuvre de la loi Veil et d'amélioration de la loi Veil. Il a saisi le Conseil constitutionnel lorsque nous avons supprimé la condition de détresse, puisque la loi Veil prévoyait que les femmes doivent rapporter la preuve d'une condition de détresse. On considérait que les femmes savent ce qu'elles font, elles n'ont pas à rapporter la preuve de pourquoi elles font une IVG, c'est leur vie. Bruno Retailleau faisait partie des sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel. Je pense que Bruno Retailleau n'a jamais manifesté dans sa jeunesse pour la dépénalisation de l'IVG et qu'on n'a pas été dans les mêmes mouvements dans les années 75. Ça veut dire quoi? Vous voulez vous entendre avec lui, mais alors là... Je pense qu'il fait partie d'un courant de pensée qui en vendait... Quel courant de pensée? Le courant de pensée de historiquement celui de Philippe de Villiers. Il a rompu. Hein. D'accord, mais est-ce qu'on rompt sur des questions aussi centrales dans la pensée d'un individu que le rapport à l'IVG? D'ailleurs, comme il le dit, il fait partie de ces gens qui disent c'est un acte d'une extrême gravité, la gravité de l'IVG. Moi, je pense que l'IVG n'est pas un acte anodin. Non. Mais qu'il faut cesser de dire aux femmes qu'à chaque fois qu'elles pratiquent l'IVG, elles font quelque chose d'extrêmement grave. Si vous permettez. Ce que je veux dire, que si le sujet c'est la liberté d'expression, on va probablement trouver le moyen de se mettre d'accord. Mais si le sujet, comme je l'ai entendu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, parce qu'il y avait les Bruno Retailleau de l'Assemblée nationale qui étaient dans l'hémicycle, petite anecdote, ils étaient 11 députés les Républicains. Tous ceux qui étaient là étaient ceux qui n'avaient pas signé, qui n'avaient pas voté la résolution sur l'IVG, droit fondamental. Donc ils étaient bienvenus quand même sur l'IVG et pas sur la liberté d'expression. Et il y avait, pendant toute la journée, j'ai entendu 10 hommes nous parler des femmes et de l'IVG avec une tranquille assurance, une tranquille aisance qui n'avait pas l'air de les contrarier. Donc si Bruno Retailleau veut bien nous dire qu'il ne soutient pas ces sites, parce qu'en fond de l'affaire, il est là. C'est est-ce qu'on soutient ou non ces sites? Est-ce qu'on veut les réguler? Demain, vous trouvez un accord, vous vous serrez la main et vous dites OK, on y va. Bon, d'abord, quand je le croise, je lui serre la main. Nous sommes courtois l'un et l'autre. Mais c'est une image. On peut travailler. Mais que chacun dise quelle est sa position. Est-ce qu'on veut ou non réguler ces sites? Est-ce qu'on veut ou non que les femmes ne tombent pas entre les mains de ces fausses écoutantes qui en réalité ne sont là que pour les dissuader de recourir à une IVG. Si j'entends ce que j'ai entendu à l'Assemblée nationale, juste finis, Isabelle Le Callennec, députée, proche de François Fillon. Très proche de François Fillon, et par ailleurs dont le nom circule en cas d'alternance, s'intéressant beaucoup aux affaires sociales, on va dire les choses comme ça, s'intéressant beaucoup aux affaires sociales, qui nous a demandé dans le débat à l'Assemblée que dans le livret de l'IVG, dans les documents qui sont remis aux femmes qui viennent pratiquer une IVG, on indique aussi quel est le montant d'allocation familiale auquel elles auraient droit si elles renonçaient à l'IVG et si elles décidaient de mener leur grossesse à terme. Si c'est ça, c'est qu'ils ont dans la tête, c'est sûr qu'on n'a pas arrivé à se mettre d'accord sur ces sites. Et je me permets juste une chose, s'il n'y a pas d'accord demain, vous repasserez encore une fois par le Sénat, une troisième fois? Écoutez, s'il n'y a pas d'accord demain, il y aura une commission mixte paritaire.
Et l'Assemblée aura le dernier mot. Et ensuite, nous reprendrons la procédure de navette. Voilà, c'est un texte, c'est une proposition de loi comme les autres, et soumise à la même procédure de navette. Et ce sera un marqueur politique. Et à propos de l'avortement? Mais à propos de l'avortement, moi je voulais vous dire. On a assisté à une nouvelle passe d'armes entre Marine Le Pen et sa nièce. Oui, vous avez vu Marion Maréchal qui, elle, voudrait revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'IVG. C'est une passe d'armes ou bien c'est une répartition des rôles? Je ne sais pas, je ne suis pas experte de la famille Le Pen. Ce que je sais, c'est qu'on peut tout à la fois réaffirmer qu'on ne touchera pas à la loi Veil et couper les moyens de l'accès à l'IVG et avoir le même résultat en termes d'inégalité d'accès et de difficulté d'accès à l'IVG que si on touchait à la loi Veil. Et c'est de cela que je suis extrêmement préoccupée pour les mois et les années à venir dans le discours de la droite d'aujourd'hui, si elle veut revenir au pouvoir. Pour les 5 mois qui viennent, vous avez encore travaillé sur le sexisme et sur l'égalité salariale. Laurence Rossignol, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci, Michael. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.